Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 60e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour réaliser sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement puisqu'il s'intitule le syndrome de l'autodidacte, autrement appelé syndrome de l'imposteur. Pour rappel, ce syndrome consiste à ne pas se sentir à la hauteur, à attribuer ses succès à des conditions extérieures favorables et à avoir peur d'être démasqué du jour au lendemain. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut vivre toute sa vie avec ce syndrome. Et la bonne, c'est qu'il ne nous empêche pas de vivre notre mission de vie. Le défi du jour consiste à déterminer par une série de questions si l'on souffre de ce syndrome. Et pour y répondre, même si aujourd'hui je n'en suis pas sûre à 100%, je suis partie du principe que ma mission de vie incluait le fait d'être magnétiseur, lithothérapeute et à mon compte. Première question, quels sont les moments où vous ne vous sentez pas légitime de vivre votre mission de vie ? Alors, ça va être quand je pense à créer une entreprise. Parce que même si je trouve en théorie logique que tout travail mérite salaire et qu'il est normal qu'un service soit rémunéré, surtout dans un monde capitaliste, dans ma tête, dans mon monde idéal, un soin devrait être gratuit. C'est une idée tellement partagée qu'en France, on a la sécurité sociale qui prend en charge les soins médicaux. Bon, le magnétisme, c'est de la thérapie alternative, hein, pas de la médecine, qu'on soit bien d'accord. Mais pour autant, rien que l'idée de faire payer pour du soin ou du bien-être me fait culpabiliser. Ça va être aussi quand j'échange avec une personne sceptique. En tant que chimiste, ayant bénéficié d'une formation un minimum scientifique, le fait que le domaine énergétique échappe complètement à la science aujourd'hui me met extrêmement mal à l'aise. J'ai beau n'avoir aucun doute sur mon ressenti, je me sens très rapidement illégitime. Ça va également être quand je tente d'agir sur un problème physique, parce que je ne sais pas couper le feu, je ne fais pas disparaître les verrues, et ma petite expérience a montré que j'ai tendance à bien empirer les situations, certes ponctuellement, mais c'est pas très vendeur. À titre d'exemple, un jour j'ai travaillé sur une amie qui souffre de la maladie de Verneuil. Le lendemain, elle m'a signalé avoir eu des éruptions purulentes comme jamais, quoi. Je peux vous parler également de mon copain qui fait régulièrement des migraines qui durent toute la journée. Et la dernière fois qu'il en a souffert, il m'a demandé mes mains magiques. Et 5 minutes après le soin, il était au désespoir parce qu'en fait, il souffrait encore plus. Le pauvre, il s'est roulé en PLS sur notre canapé. Je m'en suis énormément voulu, sauf qu'une heure après, il n'avait plus rien. Moralité, je ne compte pas proposer de service dans le soin, ou en tout cas en lien avec les problèmes physiques. Je compte plutôt rester dans le bien-être, parce qu'en revanche, travailler l'équilibre des polarités, des méridiens, des chakras, c'est complètement mon truc. Mes différents cobayes m'ont tous fait de très bons retours sur cette partie-là. Mais du coup, comme c'est encore moins visible et moins vérifiable, dans ces conditions, qu'est-ce qui me différencie du charlatan? Hein, je vous le demande. Deuxième question. Quel souvenir d'enfance vous renvoie à ce sentiment d'imposteur? Oh là là. Sans hésitation, l'école, en général. J'étais mauvaise à l'école. En tout cas, c'est la sensation que j'en avais. J'étais mauvaise en dessin, j'étais mauvaise en sport. Savoir que parallèlement au collège et au lycée, je participais quand même en club au championnat de France d'aviron, hein. Mais à l'école, ça allait pas. Quand je pensais avoir pas trop mal réussi, mes parents me demandaient pourquoi j'avais eu 16 et pas 18 ou 20. À partir du collège, je suis devenue mauvaise en français, mauvaise en histoire géo. Euh, Au lycée, je suis devenue mauvaise en langue et en philo. En même temps, alors que j'étais en cursus scientifique, ma prof de latin était prête à me faire une lettre de recommandation pour que j'intègre une prépa Hippocagne. Donc bon, je pense pas que j'étais complètement mauvaise. Mais c'est l'image que ma scolarité a imprimée en moi, à force d'être constamment sanctionnée par des mauvaises notes, et ce, indépendamment des efforts que je fournissais. Je pense que mon syndrome de l'imposteur est parti de là. Puis bon, il s'est ancré quand j'ai fréquenté des gens toxiques, mais là, je vais pas radoter. Troisième question, votre mission de vie pourrait-elle être liée à cet incident? Non, je ne crois pas que ça ait un rapport. Question 4. Qu'avez-vous appris par vous-même, développé par vous-même, en lien avec votre mission de vie? Alors, je sais pas, pas grand-chose à mon avis. Ma curiosité m'a poussée à lire beaucoup sur le sujet, mais plus j'en apprends, plus je me rends compte de mon ignorance. Donc,
Puisque j'ai appris tout ce qui est en lien avec le magnétisme et la lithothérapie, je l'ai appris en formation, donc pas par moi-même. Donc, pas grand-chose. 5e question et dernière. Que vous manque-t-il pour être prêt? Trouvez-vous que vous manquez d'expérience? Si oui, combien de temps de pratique vous faut-il? Alors clairement, je manque d'expérience, hein. Il me faudrait non pas plus de temps, mais plus de cobayes. Plus de gens prêts à me faire confiance, qui me permettraient de m'exercer sur eux. Et je pense que je me sentirais probablement plus confiante si j'arrivais à me faire la main sur une trentaine de personnes. Voilà, c'est clair que c'est pas simplement en créant ma micro-entreprise que d'un claquement de doigts, je vais devenir un professionnel confiant, expérimenté. Et ouais, je me dis que si la vie met pas ces gens-là sur mon chemin, bah, c'est peut-être pas la direction que je dois prendre pour réaliser ma mission de vie. Bref, on aura compris que je nage en plein syndrome de l'imposteur. Et je suis un peu déçue par l'absence de conseils pour lutter contre ou vivre mieux avec dans le cahier d'exercice. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ceci dit, Lilou Massé propose un exercice bonus qui consiste à questionner notre entourage pour savoir quelles sont nos principales qualités et les domaines dans lesquels nous pourrions progresser. Mes proches ne se sont pas montrés avares quant à mes qualités. Selon eux, je suis une personne dynamique, déterminée, organisée, bienveillante, patiente, à l'écoute. Bon, recevoir leurs réponses m'a fait extrêmement chaud au cœur. Ça fait plaisir. Ils se sont également montrés généreux concernant les domaines dans lesquels je dois progresser. À savoir que bon, j'ai divisé tout ça en 3 parties, mais globalement. Tout d'abord, améliorer ma communication. Alors, outre les conseils rejoignant le premier accord Toltec qui dit que ta parole soit impeccable, on m'a signalé que je ne devrais pas avoir peur de m'affirmer, même quand mon interlocuteur a une opinion différente de la mienne. On m'invite à apprendre à gérer les conflits plutôt que d'opter systématiquement pour la fuite avec le sourire. Et j'ai également placé dans cette partie communication, même si c'est du non-verbal, le conseil qu'on m'a donné de moins montrer ou mieux contrôler mes émotions, car il semblerait qu'on lise en moi comme dans un livre. Ensuite, on passe littéralement au second accord Toltec, hein, soyons originaux, qui dit « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Parce qu'en effet, j'ai eu des retours du type « Tu devrais prendre plus de recul avant de réagir, tu pourrais prendre les choses moins personnellement, les autres devraient avoir moins d'impact sur toi, moins d'influence sur ton moral ». Mais ces conseils viennent des personnes vers lesquelles je me tourne lorsque, justement, je fais face à une contrariété. Justement, en fait, pour de suite prendre un avis extérieur et faire redescendre la pression, plutôt que de réagir bêtement, de dire ou faire quelque chose qui serait pas bien dans le feu de l'action. Du coup, c'est un axe d'amélioration. Alors, je le prends en compte, mais j'en ai conscience et j'y travaille déjà en réalité. En dehors de mon entourage, personne ne voit que je m'énerve facilement. Et enfin, il y a la catégorie fourre-tout avec des conseils divers et variés du type tu devrais apprendre à recevoir des compliments sans les minimiser, ou tu devrais accepter de penser à toi comme une personne importante. Puis j'en passe, hein, mes proches n'ont pas manqué d'originalité, de bienveillance à mon égard, je les en remercie. Ouais, merci de m'avoir permis de mettre le doigt sur tous ces petits défauts. Il ne me reste plus qu'à réfléchir à la manière de m'améliorer sur tous ces points. Côté tarot, j'ai tiré la carte des possibilités qui nous montre un aigle. Voilà. Alors, l'aigle a une vue d'ensemble de toutes les possibilités qui s'offrent à lui dans le paysage qu'il survole. Il vole dans le ciel en toute liberté, sans effort et de façon tout à fait naturelle. Il est vraiment dans son élément, majestueux et autonome. Cette carte indique que nous avons atteint un niveau où de nombreuses possibilités s'offrent à nous. Et parce que nous ressentons plus d'affection envers nous-mêmes et que nous sommes devenus comme l'aigle, à savoir plus autonomes, il nous est facile de travailler avec autrui. Parce que la détente et le bien-être résident en nous, nous reconnaissons avant les autres les opportunités quand elles se présentent. Parce que nous sommes en harmonie avec notre propre nature, nous comprenons que l'existence nous fait parvenir exactement ce dont nous avons besoin. Savourons notre envol, célébrons l'éventail des merveilles du paysage qui s'offre à nous. Chouette carte, qui dit un peu l'inverse que les défauts qui m'ont été pointés, mais voilà, il y a peut-être un équilibre finalement.
Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 61e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.